Voilà, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire de la revue ANAE organisé par Psychopédia Formation. Ce webinaire va être consacré donc à la publication toute récente du numéro 195 de la revue, dont l'intitulé est Fonctions exécutives et apprentissage, apports théoriques et expérimentaux, et va permettre à nos trois invités de nous présenter les grandes tendances de ce numéro, de revenir sur les principaux articles publiés et de nous présenter les conclusions qui en émergent. Nous remercions donc chaleureusement Emmanuel Sander, Jérôme Clair et Natacha Duroisin d'avoir très simplement et très gentiment accepté notre invitation et de se prêter au jeu d'une présentation en direct avec quelques petites questions techniques. C'est intéressant. Quelques informations sur la structure du webinaire. Donc, nos intervenants vont avoir 45 minutes pour présenter les articles de la revue et puis on consacre ensuite 15 minutes de réponse aux questions. Vous pouvez donc, je m'adresse aux participants au webinaire, cliquer sur la partie chat en bas de votre écran ou discussion pour certains et vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit. Les micros sont coupés, les caméras aussi. Et j'ai la chance d'être accompagné de mon équipe, puisque Roxane Vasseur, Belen Azagomez et Yasmine El Khalifi vont regrouper toutes vos questions, nous les faire remonter, et ce qui nous permettra de les poser à Natacha, Jérôme et Emmanuel en fin de présentation. Voilà, je vous présente donc rapidement avant de vous donner la main. Euh, Natacha Duroisin, vous êtes professeure de psychologie des apprentissages scolaires à l'école de formation des enseignants de l'Université de Mons, en Belgique. Vous dirigez le service d'éducation et de sciences de l'apprentissage et d'USA et vous êtes chercheur associé au laboratoire Psytech de l'Université de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Sander, vous êtes professeur ordinaire à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation à l'Université de Genève dans le domaine intervention en situation scolaire, apprentissage et développement. Vous êtes également directeur du laboratoire IDEA et président de la section des sciences de l'éducation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Jérôme Clair, vous êtes professeur des universités en psychologie cognitive à l'Université Grenoble-Alpes, membre du laboratoire de psychologie et neurocognition, membre de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation INSPE, de l'Académie de Grenoble, bien entendu. Et enfin, vous êtes directeur du pôle pilote Pégase de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Dernier petit point technique avant de vous donner totalement la main pour les participants au webinaire. Ce webinaire, bien entendu, est enregistré. Le replay sera donc disponible dès demain sur les deux sites de la revue ANAE dont vous avez les adresses ici et sur le site de Psychopédia Formation. De même, le PowerPoint qui va être utilisé par nos trois invités sera disponible sur le site dans la partie en question. Voilà, j'arrête le partage et je vous donne la main donc pour 45 minutes. Très bien. Merci. Voilà. Est-ce que ça fonctionne bien pour tout le monde? C'est parfait. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Avec mes collègues, nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 195 de la revue ANAE, intitulé Les fonctions exécutives comme levier des apprentissages. Alors, quelques mots concernant le contexte. Comment en est-on arrivé à ce numéro thématique publié dans ANAE? Eh bien, nous sommes partis d'un constat, à savoir le fait que les fonctions exécutives en contexte scolaire étaient encore une thématique trop peu travaillée et publiée, surtout en francophonie. Et donc, nous avons voulu, il y a plusieurs années de ça, constituer un groupe de chercheurs autour de cette thématique pour pouvoir la travailler ensemble. Alors, cette thématique s'est vue déclinée en plusieurs axes. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des propositions, des articles qui émanent et qui sont publiés dans la revue ANAE. Et vous allez aussi remarquer qu'en plus des axes que nous avons travaillés, eh bien, nous travaillons aussi à la frontière entre différents domaines de recherche, aussi bien évidemment la psychologie cognitive que les sciences de l'éducation, la psychologie du développement, etc., etc. Alors,
Les travaux ont été en fait, nos travaux ont été initiés lors des 17e rencontres du REF. Alors le REF, c'est le Réseau international francophone de recherche en éducation et formation. Le premier REF auquel nous avons participé se tenait en Belgique, à Namur, plus précisément en 2022. Et à l'époque, Jérôme et moi travaillions avec Steve Masson sur la thématique des fonctions exécutives au service des apprentissages scolaires. Et si cela vous intéresse, mais nous aurons l'occasion d'en reparler après, nous avons donc publié un livre qui, quelque part, émanait de tous ces échanges au niveau de ces travaux du REF. Un livre qui a été publié tout récemment, à la fin de l'année dernière, donc en fin 2024, aux éditions du Node. Alors, les travaux se sont poursuivis hein, avec ce groupe de chercheurs et nous nous sommes revus donc en 2024 en Suisse, à Fribourg plus exactement, pour les 18e rencontres du REF cette fois-ci. Et là, nous étions accompagnés d'Emmanuel Sander, ici présent, pour discuter, pour travailler cette thématique des fonctions exécutives au service des apprentissages. Et ça a donné lieu, en fait, à ce numéro d'Anaé, ce numéro 195 d'Anaé, donc fonctions exécutives et apprentissage apportés aux RIC et expérimentaux. Alors sachez, et comme ça vous pouvez d'ores et déjà être attentifs pour la suite, que nos travaux vont continuer à s'effectuer avec le groupe de chercheurs et il est prévu que nous nous rencontrions encore en 2026 à Sherbrooke, cette fois-ci au Canada, pour travailler plus spécifiquement une des fonctions exécutives, à savoir la flexibilité cognitive et le lien à faire avec les apprentissages. Alors, on retrouvera la même équipe, à savoir Jérôme Clair, Emmanuel Sander, et nous serons accompagnés pour Sherbrooke par Laurie Marlène Bro-Foisy de l'Université du Québec à Montréal. Très bien, je vais donc reprendre la parole ici. Merci Natacha. Est-ce que tu peux du coup arrêter le partage et je vais le reprendre de mon côté? Ça devrait être assez simple. Hop. Très bien. Merci. Donc, les fonctions exécutives. Que sont les fonctions exécutives? Quelques mots pour rappeler ce que c'est. Alors, ce sont des fonctions de contrôle. Donc, ce qui est présent à l'écran ici, c'est un schéma qui nous rappelle que depuis la création de la psychologie scientifique au milieu du 19e siècle, au 19e et au 20e, on a beaucoup travaillé sur quelques grands domaines psychologiques, en particulier la perception, l'attention, le langage et la mémoire. Et à la fin du 20e et depuis le début du 21e siècle, il y a eu une explosion des recherches sur les fonctions exécutives. Et aujourd'hui, c'est un thème, les FE, on va sans doute à certains moments dire FE parce que c'est plus court que fonction exécutive. C'est un thème qui maintenant est de plus en plus présent sur le terrain, à la fois chez des enseignants, chez des orthophonistes, chez des psychomotriciens. Pardonnez-moi si j'en oublie, ne m'en veuillez pas, mais c'est pour dire que maintenant ce n'est plus seulement limité à la recherche. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fonctions exécutives? Un petit peu d'anglais, mais relax. English is good for you, is good for all of us. Mais on va faire une petite traduction en temps réel. Les fonctions exécutives, executive function en anglais, donc IF, les fonctions exécutives sont des habiletés cognitives de plus haut niveau ou de haut niveau qui sont impliquées dans le contrôle conscient de l'action et de la pensée. Donc ce sont bien des fonctions de contrôle, comme je vous l'indiquais à l'instant. Elles ont pour fonction de faciliter l'adaptation à des situations nouvelles, notamment lorsque les routines d'action ou les habiletés cognitives surapprises deviennent insuffisantes. Donc, à chaque fois qu'on est dans une situation où l'on n'a pas de réponse toute faite qui nous vient, alors on est obligé de mettre en œuvre nos fonctions exécutives. Et puis un troisième extrait ici, tiré aussi de la littérature relativement récente. Donc, il s'agit d'une famille de processus mentaux de type top-down, donc dirigés vraiment du haut vers le bas, c'est-à-dire de la personne de manière volontaire vers ses activités et vers ce qu'il va réaliser dans une tâche ou dans une situation. Quand vous devez vous concentrer et faire attention, quand s'en remettre à l'instinct, l'intuition ou se mettre en quelque sorte en pilote automatique serait
déconseillé, insuffisant ou impossible. Donc on voit bien qu'il s'agit de situations dans lesquelles justement on ne peut pas se mettre en pilote automatique. Et puis une autre précision qui est importante, c'est que l'utilisation de la mobilisation de ces fonctions exécutives requiert de l'effort, effortful. Ça veut dire qu'il est plus facile de continuer ce que l'on fait euh, que de changer. On est tous résistants au changement, hein, c'est l'être humain qui est comme ça. Il est plus facile de céder à la tentation que d'y résister. Pensez par exemple quand vous êtes à table et qu'il y a un bon plat et que vous vous dites oh non, je ne veux pas en reprendre encore une troisième fois. Et il est plus facile de se mettre en pilote automatique que de se demander ce que l'on doit faire juste après. Donc voilà, ce sont des fonctions qui sont des fonctions de contrôle, qui nous permettent d'assurer un contrôle sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur nos actions, sur nos émotions aussi. Mais par contre, ça n'est pas sans coût, et en particulier sans coût cognitif. On distingue classiquement trois AFE, donc l'inhibition, la mise à jour en mémoire de travail ou mémoire de travail. C'est vrai qu'au départ, on avait parlé de mise à jour. Maintenant, ça a tendance à être un peu confus dans la littérature. La plupart du temps, aujourd'hui, on parle de mémoire de travail et la flexibilité. Et puis, à ces trois fonctions qu'on dit fondamentales, non pas parce qu'elles sont plus importantes que d'autres, mais parce qu'elles sont au fondement de la cognition de haut niveau, donc elle constitue en fait des briques élémentaires, et bien en plus de ça, on peut retrouver en particulier une autre fonction qu'on appelle plutôt composite et qui est la planification et qui se base sur les trois précédentes. Le point commun à toutes ces fonctions, c'est l'attention, c'est-à-dire que pour pouvoir exercer les fonctions exécutives, pour pouvoir exercer son contrôle cognitif à travers les fonctions exécutives, il faut avoir suffisamment de ressources attentionnelles et je pense que on a tous fait l'expérience de moments où on est fatigué et du coup on n'a plus beaucoup de ressources attentionnelles et là c'est plus difficile de garder un contrôle sur soi. Donc c'est bien aussi d'avoir ça en tête puisque quand on a affaire à des enfants, à des élèves, à des adolescents, voire à des adultes, quand les gens sont fatigués ou un peu à bout de ressources attentionnelles, le contrôle cognitif qu'ils vont pouvoir engager à travers leurs fonctions exécutives risque d'être amoindri. Elle se développe dès la fin de la première année, donc dès le début de la vie, tout au long de l'enfance et de l'adolescence et jusqu'au début de l'âge adulte. Et ce développement est dépendant à la fois de la maturation du cerveau, et en particulier les zones corticales frontales et préfrontales, et puis des relations de l'individu avec son environnement, ou, devrais-je dire, ses environnements, entre autres l'environnement familial, qui bien sûr est très important, mais aussi l'école et aussi les loisirs. Les fonctions exécutives prédisent les apprentissages. Donc, on dispose aujourd'hui de à peu près 2 décennies de recherche. Il y a eu vraiment de très nombreuses recherches et dans de nombreux pays au monde et des recherches menées par différentes équipes de recherche qui ont montré que un bon niveau de performance dans des épreuves de fonctions exécutives, donc dans des épreuves de mémoire de travail, de flexibilité cognitive, d'inhibition, parfois aussi de planification, parfois aussi des épreuves attentionnelles. Un bon niveau de performance chez un enfant, par exemple jeune, à 3-4 ans, prédit que chez cet enfant, il y aura plutôt des bonnes performances en littératie. Alors par exemple, conscience phonologique, identification des lettres, là c'est de la littératie qu'on appelle émergente, hein, c'est plutôt fin de maternelle, vocabulaire, compréhension orale. Il y a aussi un effet prédictif sur des bonnes performances en numératie. Donc là aussi, c'est plutôt de la numératie émergente que j'ai indiqué ici pour rappeler que c'est très tôt dans la vie et dans le parcours scolaire d'un enfant que ces relations s'instaurent. Comptage, estimation de quantité, addition, soustraction, etc., etc., reproduction de séquences avec des petits cubes. Ça prédit aussi les résultats en sciences et technologies, et ça prédit aussi la posture de l'élève. Alors, on a un concept anglo-saxon qui s'appelle le readiness to school. C'est le fait d'être prêt pour l'école, prêt en termes de posture, en termes d'attention, être capable de rester un minimum de temps attentif, assis sans trop bouger, comprendre qu'on attend de nous des choses et qu'il faut se conformer aux instructions, etc. Donc ces fonctions exécutives, le niveau de fonction exécutive est prédictif de la réussite scolaire. Prédictif, ça ne veut pas dire que c'est déterministe, hein, ça ne veut pas dire que c'est un lien causal, puisqu'il y a bien entendu aussi d'autres liens causaux, nombreux, mais en tout cas, le fait est que c'est prédictif, donc on peut en
mesurant le niveau de fonction exécutive dans l'enfance, et y compris dans la petite enfance, avoir une idée relativement fiable de ce que sera la réussite scolaire par la suite. Donc ce numéro d'Anaé que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui, et j'en profite pour remercier toute l'équipe d'Anaé, la rédaction, le rédacteur en chef, toutes les personnes qui nous ont permis, y compris qui sont là aujourd'hui, de diffuser les travaux de recherche de cette équipe de chercheurs. Ce numéro 195, il est constitué alors d'un petit avant-propos dans lequel on cale les choses, mais en gros c'est à peu près ce que je vous ai dit là, on a un petit peu plus long, mais il est surtout constitué de en tout cas pour la partie FE et apprentissage, de 9 articles répartis en 3 thématiques. Les influences sur le développement des fonctions exécutives, les liens entre fonctions exécutives, entraînement cognitif et transfert, et la mesure des fonctions exécutives. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Emmanuel, je vais arrêter le partage, il va pouvoir le reprendre, et il va vous présenter les 3 articles de la première thématique. Ensuite, je reprendrai moi pour vous présenter les 3 suivants, et puis Natacha conclura avec les 3 derniers. Et donc les 3, eh bien ça, j'arrête le partage ici, et Emmanuel, je te rends la parole. Merci, merci Jérôme. Et donc, on va donc commencer à présenter donc ce groupe de 3 articles qui concernent plus précisément la question de l'influence sur le développement des fonctions exécutives. Peut-être ajouter d'ailleurs que par rapport à la composition du numéro, vous voyez qu'on a au total à chaque fois des thématiques qui sont ciblées et c'est sans doute assez intéressant que ça soit, enfin, notamment pour les praticiens, d'identifier des questions bien précises auxquelles à chaque fois on adresse les réponses qui correspondent à l'état des connaissances dans le domaine. Alors les questions qu'on s'est posées, la première de celles qui concerne ce groupe de contributions sur l'influence sur le développement qu'ont les fonctions exécutives, concerne le lien avec la flexibilité cognitive. Comme Jérôme Clair l'a précisé il y a quelques instants, c'est une des composantes des fonctions exécutives. Et puis comme Natacha Duroisin l'a indiqué, c'est celle qu'on approfondira encore lors du prochain REF à Sherbrooke. Et on a essayé de comprendre comment la flexibilité cognitive était liée à la question du changement de point de vue en lien avec l'esprit critique. Ensuite, il y a une deuxième contribution qui, cette fois, pose une question bien entendu cruciale, en particulier lorsqu'il s'agit d'éducation. C'est la question du lien avec les facteurs génétiques, avec l'environnement familial. Et donc, on en dira un petit peu plus dans quelques instants. C'est une contribution de nos collègues Hubert Muller, Thomas et Tazouti. Et puis, la troisième contribution, elle est plus précisément liée à la question qui, elle aussi, fait l'objet de nombreuses recherches depuis une bonne décennie, qui est le lien avec la question de l'anxiété mathématique, et puis en lien plus précisément avec la question du contrôle attentionnel, cette fois parmi les fonctions exécutives. Alors, si on commence par les questions d'esprit critique, alors ce qu'on peut dire, c'est que, bon, déjà, on peut se demander pourquoi on s'intéresse au lien entre flexibilité cognitive et puis esprit critique. C'est que la question de l'esprit critique, elle apparaît de plus en plus essentielle dans les compétences qu'on attend, on va dire, du citoyen du 21e siècle. Et notamment, elle fait une apparition marquée dans les programmes scolaires dès l'école primaire. Et en fait, le développement de l'esprit critique, c'est pas simplement trier une information parmi une liste d'informations, mais c'est aussi être en mesure d'évaluer, de sélectionner, d'interpréter. On parle aussi de capacité de discernement, d'aboutir à une utilisation réfléchie de l'information. Alors, quel est le lien avec les fonctions exécutives et plus précisément avec la flexibilité cognitive? Eh bien, en fait, c'est que
quand on parle d'esprit critique, ça signifie aussi être en mesure de saisir qu'il y a plusieurs manières différentes d'aborder une question, et notamment aussi d'être en mesure de saisir que le point de vue d'autrui n'est pas forcément le même que le nôtre. Et là intervient la flexibilité cognitive parce que ça signifie qu'il y a un enjeu à être capable d'avoir plusieurs perspectives sur une même situation et donc de dépasser le premier point de vue qu'on a, la première catégorisation que l'on va avoir d'une situation pour envisager des points de vue alternatifs. Et donc ici, l'esprit critique est vu comme aussi lié à la capacité de prendre plusieurs points de vue sur une situation. Et justement, c'est une des caractérisations de la flexibilité cognitive, parce qu'on n'est pas prisonnier d'une catégorisation, mais on est en mesure d'envisager des catégorisations alternatives. D'où ces concepts clés qui sont l'idée de recatégoriser. Et qu'est-ce que ça signifie recatégoriser? C'est une capacité à changer de cadre de référence en fonction du contexte. Et dans cet article, on explore aussi, alors je dis on parce que le premier auteur de cet article, c'est Yves Gerbert, qui est membre du laboratoire IDEA, et puis j'en suis le second auteur. Et donc, la question des interventions pédagogiques ou cognitives qui facilitent ce changement de point de vue est abordée. En particulier, pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu de flexibilité? Parce qu'il y a des obstacles à surmonter et il y a des travaux depuis bientôt un siècle, ou pas loin d'un siècle, en particulier dans le champ de la psychologie gestaltiste, qui ont montré qu'il y avait des phénomènes qu'on appelle les phénomènes de fixité, qui signifient qu'en fait, changer de point de vue sur une situation, en général, c'est difficile. On a tendance à avoir du mal à envisager que quelque chose peut avoir plusieurs fonctions. Par exemple, si vous voyez un siège, au départ, on pense fortement que c'est fait pour s'asseoir dessus. Mais si vous avez besoin, par exemple, pour changer une ampoule qui en a besoin, peut-être ce siège, vous pourrez l'envisager comme un marchepied et monter dessus. Mais ça demande une recatégorisation et ça demande d'aller au-delà de la fonction première qui est celle qui est évidente. Et ça touche aussi le champ de ce qu'on appelle les conceptions intuitives, qui sont les idées premières qui sont présentes sur une situation et pour lesquelles il y a de nombreux travaux qui montrent qu'elles sont résistantes, y compris après l'enseignement scolaire. Et dans cet article, on montre l'intérêt qu'il y a pour favoriser ces changements de point de vue et donc pour développer la flexibilité cognitive à s'appuyer sur des métaphores. Et en particulier, il y a tout un ensemble de travaux sur le cadrage métaphorique. Et qu'est-ce que c'est le cadrage métaphorique? C'est d'introduire à un moment une métaphore pour faire saisir qu'on peut voir une situation sous l'angle de cette métaphore. Par exemple, il y a une recherche qu'on présente dans cette contribution, dans lequel il y a un texte où le crime est présenté comme un virus, et puis dans une autre version de ce texte, il est présenté comme une bête sauvage, et puis il est montré que la façon dont on présente le crime va influencer l'idée que les personnes peuvent se faire des politiques publiques qui seraient les plus efficaces. Si vous utilisez la métaphore du virus, eh bien, on ira plus vers des politiques de prévention. Et si on utilise la métaphore de la bête sauvage, ça va orienter plus vers des politiques de répression. On explore aussi les implications pédagogiques en termes de développement de la flexibilité cognitive qu'ont ce rôle du cadrage métaphorique, en particulier à travers l'intérêt d'introduire des métaphores alternatives pour enrichir la compréhension d'une situation et puis encourager la prise de perspective en comparant plusieurs situations entre elles ou plusieurs métaphores entre elles pour enrichir les points de vue qu'on peut adopter sur une même situation. Donc voilà pour cette idée du lien possible entre esprit critique et flexibilité, comment la flexibilité cognitive peut être mise au service du développement de l'esprit critique. Alors, pardon, la deuxième contribution que je présente ici concerne donc cette fois l'influence des facteurs génétiques et de l'environnement familial. Et là, il y a aussi tout un ensemble de travaux qui existent sur ces questions et cette contribution constitue une revue de la littérature tout à fait intéressante qui permet de montrer les différentes dimensions qui sont présentes. En particulier,
il y a sur le plan génétique la question bien sûr des bases neurobiologiques des fonctions exécutives avec un lien qui est assez clairement attribué au cortex préfrontal qui va être interconnecté avec d'autres régions cérébrales. Il y a aussi bien sûr euh, toutes les contributions qui montrent l'importance de la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale, elle est en lien avec le rôle que peuvent avoir les expériences individuelles, les interactions avec autrui, avec l'environnement, qui montrent que le support génétique, bien sûr, n'est pas à lui seul complètement déterminant pour les fonctions exécutives. Et puis, il y a aussi des modèles qu'on qualifie de psychobiologiques qui vont montrer que le stress, les émotions, également le milieu familial vont influencer les fonctions exécutives. Il y a aussi des travaux sur la gémellité qui montrent à la fois la part importante de composantes héréditaires, mais aussi l'existence d'influence environnementale. Alors, ce qu'on peut dire sur les travaux qui sont bien sûr présentés de façon bien plus poussée dans cet article, qu'il y a un effet du statut socio-économique, euh, qu'il y a un impact, un impact sur la réussite scolaire, donc le lien qui est bien connu sur les inégalités scolaires liées au statut socio-économique peut être aussi en partie expliqué par les fonctions exécutives. Et puis, il y a un effet qui est démontré en particulier des pratiques parentales, selon la nature des pratiques parentales, certaines qui sont plutôt de l'ordre de la stimulation cognitive d'un environnement chaleureux vont aller dans le sens d'une amélioration des fonctions exécutives et à l'inverse, des pratiques qu'on pourrait qualifier de plus négatives, liées à par exemple la coercition, l'intrusion, vont amoindrir les capacités d'inhibition qu'on a identifié comme étant une des composantes majeures des fonctions exécutives. Il y a aussi des travaux en lien avec l'attachement qui montrent, je ne rentrerai pas dans le détail de ces théories de l'attachement, mais que la nature de l'attachement sécure, qui est celui qui est le plus favorable en général au développement, est également favorable au développement des fonctions exécutives. La nature aussi des interactions précoces, par exemple la lecture ou des jeux partagés, montrent des activités cérébrales qui sont accrues dans les zones frontales et qui sont aussi favorables au développement des fonctions exécutives. Et donc cet article permet, en termes de recommandations, de montrer qu'on n'est pas du tout dans une impuissance face à un déterminisme génétique, mais que la possibilité d'agir sur la qualité des relations parents-enfants est déterminante pour favoriser dès le plus jeune âge les fonctions exécutives. Et puis, alors la troisième contribution de Vautiat Le Bout et Natacha Duroisin donc, va explorer cette fois le rôle du contrôle attentionnel pour mieux saisir le lien entre les performances en mathématiques et puis l'anxiété mathématique chez des élèves. Alors, cette thématique de l'anxiété mathématique, elle est devenue vraiment très importante dans les travaux sur ces questions, en tout cas une bonne décennie, voire un peu plus. Et puis le volume, on va dire, de travaux qui sont accordés à cette question ne faiblit pas. Et on sait qu'il y a un impact direct entre l'anxiété mathématique et puis la performance des élèves en mathématiques, et puis que cet impact, il est négatif, qu'il y a une corrélation qui est négative. Et puis, on l'associe en général à une espèce de cercle vicieux, parce que à partir du moment où il y a cette anxiété mathématique, on va avoir tendance à éviter de faire des mathématiques, on va donc diminuer la pratique, on va donc encore voir décroître les performances, ce qui va encore accroître l'anxiété mathématique. Et cette anxiété mathématique, elle n'est pas forcément assimilable uniquement à une anxiété générale,
et elle peut être liée à certains aussi biais attentionnels et à certaines ruminations spécifiques ici aux mathématiques. Et puis, on a des travaux qui montrent que ces effets sont encore amplifiés avec l'âge scolaire et puis la charge cognitive des tâches qui sont concernées par les tâches mathématiques concernées. Alors, cet article offre l'intérêt, l'originalité et l'approfondissement, on va dire, de s'appuyer sur une théorie qui est une théorie de référence sur le contrôle attentionnel, qui a été développée en particulier dans un article de 2007 et qui propose l'idée que l'anxiété en fait va perturber ce contrôle attentionnel en favorisant des distractions et en particulier devrait affecter parmi les fonctions exécutives, en particulier l'inhibition et la flexibilité cognitive, avec des stratégies compensatoires des élèves, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné leur anxiété mathématique, eh bien, l'effort cognitif nécessaire pour réaliser une tâche va être encore accru pour les élèves qui ont une forte anxiété mathématique. Et de cette contribution explore également un certain nombre d'interventions qui sont potentiellement efficaces dans ces cadres-là. Et ces interventions, elles sont distinguées entre des interventions qui sont plutôt de nature cognitive, autour des questions de soutien à la mémoire de travail, à certaines stratégies d'apprentissage qui peuvent être aidantes, des stratégies plutôt émotionnelles autour de la régulation émotionnelle, et puis de modifier la façon dont on peut percevoir les mathématiques, une revalorisation des mathématiques, motivationnelle autour de, là encore, de les rendre les mathématiques plus engageantes. Et puis, le rôle clé des enseignants est mis en avant, et l'intérêt de les former à cette question de la gestion de l'anxiété mathématique en particulier, avec la collaboration de psychologues. Donc voilà pour ce premier groupe de 3 contributions. Et puis je vais passer la parole à Jérôme pour poursuivre, et je te laisse aussi en même temps la main sur le PowerPoint, Jérôme. N'oubliez pas d'allumer votre micro, Jérôme, pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Je reprends. Donc voilà, je vais vous parler en quelques minutes des 3 articles qui rentrent dans cette dimension FE, entraînement cognitif et transfert. Et je vais commencer avec l'article de Bouzien-Desbiens et Mengetopio, qui porte sur l'entraînement de fonctions exécutives d'enfants avec TSA avec des jeux. Et c'est un article théorique. Alors, le résumé, ici, donc le résumé, on a mis les résumés à chaque fois on essaie de mettre les résumés de chaque article, hein. Donc ici, vous avez le résumé directement de l'article. Donc, l'évaluation des FE chez ces enfants avec TSA est compliquée. Or, ce sont des processus qui sont importants, bon, on l'a dit, pour la réussite scolaire, pour la régulation émotionnelle aussi, et bien entendu aussi pour l'adaptation à la vie quotidienne. Relativement peu d'interventions visant les FE sont validées scientifiquement. J'ai vu passer quelques questions dans le chat. On pourra peut-être y revenir par la suite. Et donc, l'objet de cet article, c'est d'examiner certaines conditions favorables à l'entraînement et au transfert des FE chez ces élèves, en ajoutant tout de suite que, effectivement, par rapport à une question que j'ai vue passer, c'est un résultat récurrent et fréquent que l'entraînement des fonctions exécutives est relativement possible, mais que le transfert d'entraînement est très limité et se limite en général à du transfert proche, c'est-à-dire à des tâches qui sont très voisines de celles dans lesquelles la fonction en question a été entraînée, et les transferts lointains, ou far transfer en anglais, le transfert lointain ou éloigné, est très peu observé.
On note donc dans cet article, il y a quelques rappels sur le fonctionnement de jeunes avec troubles du spectre de l'autisme, anomalies de la communication, déficit d'un comportement non verbaux au cours des interactions sociales, déficit du maintien et de la compréhension des relations, donc qui sont des signes très classiques. Et puis concernant les liens entre TSA et FE, on note des difficultés fréquentes d'organisation, des difficultés à supporter les changements, à gérer les transitions. Alors, organisation, ça fait penser à la planification. Supporter les changements, gérer les transitions, ça évoque plutôt la flexibilité. Une méta-analyse relativement récente, vous voyez, 2017, montre que, en fait, elles sont toutes ces fonctions exécutives, semble-t-il, amoindries chez des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme par rapport à des enfants neurotypiques. Mémoire de travail, inhibition, flexibilité, planification. Et puis le lien entre l'attention, puisque l'attention, encore une fois, est à la base du fonctionnement harmonieux des FE, le lien entre l'attention et les particularités sensorielles des personnes avec TSA justifie sa prise en compte euh, au cours de l'évaluation et de la mise en œuvre d'interventions. Donc on va réfléchir à l'intervention à la fois sur les FE et sur l'attention à proprement parler. 3 programmes ont été euh, euh, validés, donc qui vous sont précisés ici. Donc, dans l'article, ces programmes sont un petit peu détaillés pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et ce que j'ai relevé ici, c'est que ces différents programmes renforcent de façon simultanée à la fois l'attention, la planification et la flexibilité, ce qui est évidemment intéressant et qui sans doute concourt à l'efficacité de ces programmes. Alors, en écho à ce que j'ai dit il y a quelques instants, un entraînement des fonctions exécutives pourrait gagner à être d'abord le plus proche possible de la cible. Vous voyez, même matériaux, même routine, même lieu de réalisation des tâches, même environnement humain, etc., ce qui pourrait contribuer à faciliter le transfert puisque, je le rappelais, le transfert proche peut s'observer, mais le transfert éloigné s'observe très rarement. Et donc ce transfert, nous est-il rappelé dans l'article, immobilise à la fois des facteurs individuels et des facteurs contextuels, comme on peut le voir par exemple dans le modèle de Clarechen, qui est un des modèles du transfert les plus, je dirais, les plus heuristiques, les plus pratiques aujourd'hui. Chez l'enfant avec TSA, il convient de prévoir un dispositif d'étayage et en particulier la présence d'un partenaire de jeu qui peut être un adulte, qui peut être un père plus compétent et qui va assurer une hétérorégulation. Alors cette question de l'hétérorégulation, elle est présente, est très présente dans l'article et l'hétérorégulation, c'est le fait que l'individu, en l'occurrence l'enfant, l'élève, si on est dans le cadre scolaire, en tout cas la personne, a besoin d'une intervention extérieure pour se réguler, c'est-à-dire maintenir à un niveau à peu près convenable les émotions, les pensées, les actions. Et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur les liens entre FE et autorégulation. En fait, un certain nombre de chercheurs considèrent que les fonctions exécutives constituent la part cognitive de l'autorégulation, ni plus ni moins. Donc il y a un lien direct. Chez l'adolescent avec TSA, donc il y a une étude récente qui est citée ici qui a montré que des jeux de plateau interactifs ont permis des améliorations en mémoire de travail, inhibition, planification, ce qui apporte aussi une petite touche écologique au sens de validité écologique des interventions, c'est-à-dire intervenir sur des jeux de plateau interactifs, c'est quelque chose qu'on peut envisager aussi dans le cadre privé. Conclusion, l'EFE semble, alors conclusion de l'article, évidemment, ici vous avez compris, on fait vraiment des focus très rapides. Après, on vous laisse aller découvrir dans ces articles en les lisant en entier. Conclusion, les FE peuvent être entraînés avec des jeux, des effets substantiels semblent pouvoir être obtenus. Cela nécessite quand même que le médiateur qui travaille avec l'enfant ait réfléchi à la manière d'intervenir auprès de l'enfant et de réguler lui-même l'action de l'enfant ou d'aider l'enfant à réguler sa propre action. Prise en compte du contexte global de l'enfant et de sa dynamique, ça paraît incontournable. Et donc les contextes de vie de l'enfant, et là ça renforce cette dimension écologique que j'indiquais à l'instant. Voilà, ça c'était Gouzien Desbiens et Menguetopieux, c'était un article théorique. Je vais maintenant vous présenter un autre article qui cette fois-ci est un article expérimental, Le Clair qui est un article auquel j'ai contribué à titre personnel. Donc vous avez le résumé à gauche. Alors de quoi était-il question ici? Donc un article expérimental, ça veut dire que je vais vous
parler un petit peu d'éléments théoriques et puis on va regarder un petit peu la méthode qu'on a utilisée et puis un peu les résultats. Donc ça va être un peu différent de ce qu'on a dit jusqu'à présent, puisque c'était pour l'instant uniquement des articles théoriques. Alors, ici, l'idée, c'était de regarder chez des enfants de 4 ans, donc 4 ans, c'est à peu près une section de maternelle, hein, ce qui détermine la capacité de ces enfants à identifier un objectif d'apprentissage, un objectif dans une tâche, puisqu'en fait, quand on donne des tâches à faire à des enfants, et quand ils sont jeunes, c'est assez percutant, assez flagrant, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on attend d'eux. Parfois, ils se fixent un objectif qui n'est pas celui auquel on avait pensé. Parfois, ils semblent poursuivre l'objectif qu'on leur a assigné, mais on ne sait pas en fait s'ils l'ont poursuivi. Donc voilà, on s'est posé la question dans l'identification de cet objectif, quel est le rôle à la fois des fonctions exécutives, alors que vous voyez ici à gauche de l'écran, donc on a repris bien sûr les 3 fonctions fondamentales. Y a-t-il un rôle de l'entraînement stratégique? Et je vais vous expliquer dans quelques instants quelle stratégie on a utilisée ici, en l'occurrence stratégie d'auto-indissage et stratégie de verbalisation. Et puis, qu'en est-il de la métacognition avec les 3 grandes composantes de la métacognition qu'on connaît depuis le modèle Princeps de Flavel et qu'on retrouve aussi dans des modèles plus récents. Par exemple, F. Clydes reprend ces 3 composantes, connaissance métacognitive, stratégie métacognitive, expérience métacognitive. Il y a un article très intéressant de Pauline Alix en 2021, en 2023, pardon, dans Psychologie française qui reprend ça. Ils n'utilisent pas le terme stratégie métacognitive, ils utilisent le terme habileté, il me semble, ou compétence, pardon. Mais bon, voilà. Quel est le rôle donc de ces 3 grandes dimensions, FE, entraînement et métacognition? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté 77 enfants, vous voyez un peu les âges ici, qu'on a répartis en 3 groupes. Un groupe entraîné à la stratégie de verbalisation, un groupe entraîné à une stratégie de pointage et un groupe d'enfants non entraînés. Dans une tâche de tri de cartes, vous avez ça ici. Alors là, j'ai représenté donc tout ce qui est là sur l'écran, c'est tiré de l'article, hein. Vous pourrez évidemment le retrouver et puis prendre plus le temps parce que là, j'imagine qu'en quelques minutes, ça risque de faire un peu beaucoup. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver ça à tête reposée en lisant le papier. Donc, ici, ce sont les grilles sur lesquelles il fallait placer des cartes. Il fallait que les enfants placent des cartes. Ici, ce sont des indices qu'on leur donnait pour leur indiquer quelles règles de classement ils devaient utiliser. On a réparti ça en 4 phases, pré-test, entraînement, post-test, transfert. Et la procédure ici, c'était simple. On présentait à des enfants des petites cartes individuelles. Vous voyez ici, vous avez un mouton bleu, un chien vert, un chat jaune et une vache rouge. Voilà. On leur présentait un ensemble de cartes et on leur disait, eh bien, alors, c'était accompagné de cette carte un peu allongée ici, et ça voulait dire le papillon est grisé, donc ça veut dire qu'il faut que tu tries chacune de ces cartes selon la forme. Donc ça veut dire que la vache qui est ici devait être mise là, le chat devait être mis là, etc. Soit on présentait cette carte indice ici colorée, et ça voulait dire que le tri devait se faire selon la couleur. Et donc la vache qui est ici devait être placée là, puisqu'elle est rouge, le chat qui est jaune devait être placé là, etc. Et donc ils avaient toute une série de cartes comme ça à trier. Ils devaient les trier 3 fois de suite, donc pré-test, entraînement, post-test, donc 3 fois. Et lors de la 4e session, on leur donnait de nouvelles cartes qui n'étaient plus les cartes animaux, mais qui, vous voyez, qui étaient des nouvelles cartes avec ces 4 formes-là. Les règles de tri étaient les mêmes, mais les cartes n'étaient plus les mêmes, et donc ça constituait une tâche de transfert. Alors vous voyez, on est bien quand même ici dans le cadre d'un transfert proche, hein, c'est ce que je vous disais. De toute façon, si on s'éloigne trop en termes de similarité des tâches, ça vous retrouverez ça dans le modèle de Clarechenn, on est à peu près sûr que le transfert sera difficile, voire impossible. Donc on est resté vraiment sur du transfert proche. Alors, quid des stratégies de verbalisation et de pointage dont je vous parlais à l'instant? Eh bien, au moment de l'entraînement, donc après le pré-test et avant le post-test, on a entraîné les enfants, alors soit à verbaliser, c'est-à-dire que quand ils avaient cet indice-là sous les yeux ou cet indice-là sous les yeux, on leur demandait simplement de dire à voix haute, ah, le papillon est gris, donc il faut que je mette les cartes avec les bonnes formes. Ou, ah, le papillon est en couleur, donc il faut que je mette les cartes avec les bonnes couleurs. Ok, ça, c'était la stratégie de verbalisation. Et il y a un autre groupe dans lequel on entraînait les enfants à la stratégie de pointage, c'est-à-dire que quand on leur présentait donc les indices,
J'ai un petit peu de misère avec ma souris, là, je sais pas, elle disparaît. Voilà, avec les indices qui sont ici, on leur demandait simplement de pointer du doigt le papillon gris et ensuite donc le papillon gris et ensuite la carte ici, ou le papillon en couleur et ensuite les cartes ici, et c'était donc une stratégie de pointage. En fait, ces deux stratégies, verbalisation et pointage, elles ont été montrées dans des recherches assez récentes comme pouvant constituer une aide pour des enfants qui doivent, ça leur permet d'identifier eux-mêmes, ça les aide à identifier eux-mêmes des indices dans les tâches qui les guident vers justement la compréhension de l'objectif de la tâche. Voilà, ça, ce sont des travaux très intéressants. D'ailleurs, il y a des collègues d'équipes françaises qui ont participé à ça. Alors, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on a noté? On avait noté donc les scores exécutifs avec une échelle qu'on appelle le Chexi, qui est une échelle hétéro-rapportée, et on a noté que les performances de FE telles que auto-rapportées sur l'échelle du Chexi étaient liées en pré-test, en post-test et en transfert avec le choix correct, donc l'identification de l'objectif de la tâche, c'est-à-dire le tri correct, c'est-à-dire quand on leur disait de trier selon la forme, ben, effectivement les mettre là, et quand on leur disait de trier selon la couleur, effectivement les mettre ici. Donc ça veut dire que les enfants alors il me semble que c'était les enseignants qui devaient remplir le Chexi, disaient qu'ils étaient les plus performants en fonction exécutive, eh bien, étaient ceux qui réussissaient le mieux à identifier l'objectif et donc à effectuer le bon tri. Aucun effet de la métacognition qu'on a ici testé avec une épreuve qu'on a adaptée de l'anglais qui s'appelle le MCKA en anglais. Donc, bon, bref, connaissance métacognitive. Donc, pas d'effet de la métacognition dans cette étude, ce qui était assez surprenant. Et puis, par contre, un effet positif de l'entraînement. Et vous voyez, c'est assez joli ces résultats, puisque en pré-test, que les enfants étaient entraînés ou non, contrôle, ce sont les enfants non entraînés. Eh bien, la différence ici dans le score de réussite pour choisir le bon critère de tri, cette différence-là n'est pas significative. Donc, en fait, non significatif, ça veut dire qu'on considère que la différence est nulle, puisque ça veut dire qu'on ne peut pas généraliser cette différence-là qu'on a observée dans l'échantillon aux autres enfants du même âge. En revanche, en post-test, et je vous rappelle que le post-test intervenait après l'entraînement, qui a lieu ici, donc en post-test, les enfants entraînés réussissaient mieux que les enfants non entraînés, et ce bénéfice de l'entraînement s'est maintenu en tâche de transfert, c'est-à-dire quand les enfants ont eu à classer ces cartes-là et non plus celle-là. Voilà, donc une étude ici expérimentale menée auprès d'enfants de 4 ans. Et puis la dernière étude sur laquelle je vais vous dire quelques mots ici, c'est une étude sur la robotique éducationnelle au service des fonctions exécutives, qui a été donc une étude qui a été menée par des collègues de l'Université Paris-Nanterre. C'est une thématique, la robotique éducationnelle, qui est très récente, qui a émergé. Alors en France, en tout cas, elle est très récente. Elle a émergé un peu à l'international, mais vous verrez dans l'article, si vous le lisez, il y a quelques études récentes, mais il me semble que c'est 2020 ou 2021 qui sont citées, donc ça veut dire que même à l'international, c'est assez récent. Je crois que ce sont des études faites par des équipes italiennes. Et donc la question ici, c'est est-ce qu'il y a des liens entre robotique et FE? Qu'est-ce que c'est que la robotique éducationnelle? Alors, j'ai replacé ici, vous voyez, cette petite bibotte là que vous connaissez peut-être, c'est cette petite abeille jaune en plastique là. C'est un petit jouet, voilà, quoi, qui est posé par terre, qui a des roues et qu'on peut programmer pour qu'elle aille en avant, en arrière, sur la gauche, sur la droite. Et donc, il faut simplement programmer tous les déplacements qu'on veut lui faire faire. Et donc, ce sont donc les collègues intéressés à ça chez les enfants de 5-6 ans. Et elles se sont aperçues, je vais vous montrer quelques résultats, que les performances à ces tests robotiques, et en particulier l'efficacité de la programmation, étaient corrélées chez ces enfants-là avec les capacités de mémoire de travail et d'inhibition. L'apprentissage de la robotique et du codage, on en parle de plus en plus à l'école maintenant, le code a été introduit dans le monde de l'éducation. Alors dans de nombreux pays, là j'en ai juste repris 3, hein, Autriche, Chine, Grèce, mais il y en a d'autres, vous verrez ça dans l'article. Et le programme du cycle 2 en France fait explicitement référence à la compétence programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran. Donc c'est entré, ça y est, dans les sacro-saints programmes. Cette robotique éducationnelle, elle relève d'un processus de résolution de problèmes. Il faut identifier la question et il faut mettre en œuvre une procédure
dont on ne dispose pas au départ pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la solution. Comme c'est de la résolution de problèmes, ces processus qui sont utilisés vont solliciter fortement les fonctions exécutives chez l'enfant. Et donc, il est concevable que programmation et codage à l'école, ça recouvre en partie les capacités exécutives. Et donc, sont rapportés ici les résultats d'une étude observationnelle. Cette fois-ci, c'est pas une étude expérimentale comme on a fait juste, comme je vous ai présenté juste avant avec des groupes XP et un groupe contrôle. Ici, c'est une étude observationnelle axée sur l'analyse des composantes des FE mobilisées lors de tâches de programmation robotique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc, vous avez ici en bas à gauche la procédure. 18 élèves de grande section de maternelle ont été rencontrés. Vous allez me dire 18, c'est modeste. Et oui, c'est modeste, mais on fait ce qu'on peut. Vous savez, dans la recherche aussi, on fait ce qu'on peut. Ces enfants ont dû passer des tests neuropsychologiques. Vous avez à droite les tests qui ont été passés, inhibition, mémoire de travail, planification. Et je reviendrai dans quelques instants, en particulier sur la tâche de flanqueur pour l'inhibition et la tâche de mémoire c'était mémoire de chiffres. Et les enfants ont été rencontrés 8 fois à raison de 30 minutes à chaque fois. Et à chaque fois, ils ont dû faire se déplacer cette petite abeille avec un certain nombre de performances qui étaient relevées. Et je vous ferai un petit focus pour ce soir sur l'efficacité de la programmation. Alors, vous voyez, la tâche de programmation robotique, elle est représentée ici au milieu. On a une photo qui a été prise avec 3 enfants, visage flouté bien sûr. Ils avaient devant eux une grille par terre et puis on voit sur une des cases là cette fameuse abeille. Et leur but était de parvenir. Donc si vous voyez les petites images ici, leur but était de faire parvenir l'abeille à la ruche en passant par les fleurs, mais sans passer ni par l'ours ni par le poison. Et donc, ça veut dire, et bien entendu, sur le parcours possible de l'abeille, il y avait ces différents éléments. Donc, ça veut dire que l'enfant devait planifier les déplacements, donc avance, efface, pivote à droite, où il peut effacer aussi la commande qu'il a entrée s'il pense qu'elle n'est pas bonne, etc., etc. Donc, il devait planifier les déplacements de l'abeille pour que, bien sûr, elle aille au plus vite dans sa ruche, mais tout en évitant les obstacles et en passant par les fleurs pour pouvoir y butiner. Alors, c'est ça qu'on appelle ici la robotique éducationnelle, c'est-à-dire le fait pour l'enfant de réussir à programmer et pour l'adulte d'intervenir pour voir dans quelle mesure l'enfant peut programmer et comment l'adulte peut aider ses enfants à trouver la programmation la plus efficace. Alors ici, la mesure d'efficacité de la programmation, elle correspond, comme c'est indiqué ici, au ratio nombre total d'actions programmées divisé par le nombre d'étapes. Puisque une étape correspond à une séquence de déplacement du démarrage du robot jusqu'à son arrêt. Or, il se trouve qu'il y a des enfants qui programmaient beaucoup de déplacements en une seule fois, et il y a des enfants qui programmaient un seul déplacement, et donc l'abeille avançait d'une case, et ensuite il reprogrammait un nouveau déplacement, l'abeille avançait d'une case, et ensuite etc. Et évidemment, ici, cette efficacité, elle est plus grande quand l'enfant pouvait programmer de nombreux déplacements en une seule fois. C'est ça ici l'efficacité. Et ce qui a été donc observé en termes de résultats, donc ce sont des corrélations, hein. Je vous le rappelle, les corrélations, qui dit corrélation ne dit pas causalité, c'est bien une étude observationnelle, mais c'est quand même très intéressant d'observer les corrélations, c'est un point de départ qui est souvent absolument incontournable. Donc, entre robotique et inhibition en fin de séance 2, par exemple, donc ils ont été testés en fin de séance 2, séance 4, séance 6, séance 8. Donc, ils ont eu 8 séances, et sur ces 8 séances, ils ont été testés à la fin de 4 parmi les 8. Plus, en fin de séance 2, plus la programmation robotique est efficace, donc les enfants qui avaient programmé le plus grand nombre d'étapes en une seule fois, plus les enfants sont lents pour répondre aux items incongruents dans la tâche de flanqueur. La tâche de flanqueur, c'est une tâche dans laquelle on présente des poissons sur un écran qui sont dirigés, par exemple, tous vers la droite, et puis sur chaque poisson, il y a une flèche. Et en fait, l'enfant, et on présente ça plusieurs fois, et à chaque fois, la flèche, la plupart du temps, toutes les flèches, donc une flèche par poisson va vers la droite, et l'enfant doit dire si la flèche du poisson qui est au milieu de l'écran va vers la droite ou vers la gauche. Et dans certains essais, moins nombreux que ceux où toutes les flèches vont dans le même sens, dans certains essais, en général 25%, on fait aller la flèche du poisson du centre vers la gauche alors que toutes les autres vont vers la droite. Et ça cause une interférence puisque l'enfant
est on dirait, un petit peu pris par l'ensemble des flèches qui vont à droite, mais en fait, non, il doit se concentrer sur celle de gauche. Et donc, ça, c'est une tâche classique qui mesure l'inhibition. Et ici, il y a une corrélation positive donc, entre l'inhibition et l'efficacité de programmation robotique. Et puis, une corrélation aussi entre robotique et mémoire de travail. Et donc là, la mémoire de travail était mesuré classiquement par l'empan en verre visospatial, donc les blocs de Corsi, hein, vous savez, c'est cette grille où on a des cubes sur lesquels on pointe avec son doigt comme ça, et puis l'enfant doit pointer ensuite, mais à l'inverse, dans l'ordre inverse. Donc c'est une épreuve assez classique aussi pour les psychologues, hein, vous connaissez peut-être. Et donc là, ben, plus l'efficacité du codage était élevée chez ces enfants, plus l'empan en verre était élevé. Voilà pour cette troisième étude et je me tais tout de suite. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Je passe la parole à Natacha et j'arrête le partage. À toi. Pense bien à mettre ton micro, Natacha. Effectivement, merci Jérôme. Voilà, décidément, je viens de cliquer dessus, pardon. Juste pour vous prévenir, on déborde un petit peu sur le temps. Si on peut terminer d'ici 5-10 minutes, ce serait super pour avoir le temps pour les questions, bien sûr. D'accord. Bon, bah alors je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, Jérôme et Emmanuel ont jusqu'ici surtout mis l'accent sur le fait que les fonctions exécutives étaient reconnues comme des prédicteurs majeurs de la réussite scolaire à travers différents exemples. Ici, je vais vous emmener en fait sur le terrain de l'évaluation des fonctions exécutives. Alors, cette évaluation soulève encore aujourd'hui de nombreux défis, notamment en termes de validité écologique et d'adaptation au contexte éducatif. Alors cet acte va vraiment explorer différentes approches d'évaluation, que ce soit via des outils numériques ou d'observation en situation réelle. Alors, dans l'article que j'ai pu co-signer avec Nelly Perrichon et Romain Bozé, eh bien, nous intéressons en fait à l'évaluation de la mémoire de travail visuospatiale, petite spécificité en milieu scolaire. Et donc, nous avons analysé vraiment les apports d'outils numériques qui permettent une mesure plus précise et plus automatisée aussi en lien avec certains apprentissages fondamentaux liés aux mathématiques. Alors, dans leur article, Noémie Montminy, Stéphanie Duval et Ariane Fizet, quant à elles, mettent l'accent sur l'observation des habiletés exécutives chez le jeune, âgé de 3 à 6 ans, en contexte éducatif. Et puis ensuite, j'en viendrai à l'article rédigé par Stéphanie Duval, Célia Maté, Elsa Tremblay et Noémie Moumini, qui, elles, approfondissent vraiment la question de la mesure écologique des fonctions exécutives en contexte spécifique de la petite enfance, donc le CPE. Et ces chercheurs, en fait, vont proposer tout au long de leur article le développement d'un outil fondé sur l'observation systématique des fonctions exécutives en milieu éducatif. Et cette démarche va vraiment viser à mieux comprendre comment ces fonctions vont se manifester dans les interactions et les apprentissages quotidiens que réalisent les enfants. Alors, de façon très très brève, je ne vais pas pouvoir en fait entrer dans le vif du sujet de chacun de ces articles, ou en tout cas détailler chacun de ces articles, juste pour vous donner envie de parcourir le numéro Anaé et plus spécifiquement ces articles-ci. Donc, en ce qui concerne le travail proposé par Nelly Perrichon, Romain Bozé et moi-même, il s'agit d'un article théorique où en fait nous allons donc eh bien revenir sur le fait que la composante visuospatiale de la mémoire de travail est clairement sollicitée, notamment pour visualiser l'alignement des chiffres, gérer les retenues, résoudre des opérations complexes à plusieurs chiffres quand les enfants apprennent quand les enfants apprennent ces choses-là en mathématiques. On montre dans l'article en fait qu'une évaluation fine de la mémoire de travail visuospatiale pourrait justement aider les enseignants à identifier les difficultés spécifiques des élèves,
pour adapter aussi certaines stratégies d'enseignement et proposer des stratégies de compensation. On revient, hein, sur les formats de présentation, qui vont influencer, en fait, les composantes, mobilisées. Et on met l'accent aussi sur le fait que, les jeunes enfants utilisent davantage, en fait, le calepin visuo-spatial et qu'en grandissant, ils se tournent davantage, vers la boucle phonologique. Quelques éléments, hein. Alors, Jérôme vient d'évoquer le block tapping test, donc le bloc de Corsi, à travers, l'expérience menée par Charlotte Pinabio et ses collègues. Eh bien, ici, dans cet article-ci, l'idée est de présenter, ce block tapping test de Corsi. On voit, hein, qu'il s'agit d'utiliser des blocs physiques, afin de mesurer la précision de la reproduction, et d'évaluer aussi les problèmes de fiabilité, en fait, quand on travaille avec différentes versions papier. Et donc ce qui se passe, c'est que cet outil de block tapping test, BTT, a aussi été développé version informatique, version numérique en fait, donc sur ordinateur. Et là, en tant qu'auteur, nous revenons sur certaines limites méthodologiques, de l'utilisation de cet e-Corsi. On s'intéresse aussi à la batterie, VSAD, qui est inspirée du Corsi et de l'e-Corsi. Et donc voilà, le contexte est plus ludique. On évalue un empan à l'endroit, un empan à l'envers, et on remarque une bonne fiabilité, une bonne, pardon, d'abord validité concurrente avec la version classique, mais aussi une bonne fiabilité test-retest. Et on remarque aussi, qu'il y a un intérêt à utiliser cet outil numérique pour une évaluation automatisée, et en classe. Même si, bah oui, quand on est en classe, il y a toujours ces problèmes de distraction. Le contexte est toujours moins contrôlé qu'en laboratoire, mais on soutient encore, aussi, que, ces tests sont importants parce qu'ils doivent être proches de la réalité scolaire. Alors, concernant, l'autre, article, donc celui-ci, intitulé «Observation des habiletés de fonction exécutive en contexte éducatif de la petite enfance», eh bien, Noémie Monminy et ses collègues, ont mené une étude sur 306 élèves, hem, qui ont été en fait, les fonctions exécutives, pardon, de ces 306 élèves ont été mesurées à l'aide, de la grille d'observation des fonctions exécutives appelée GOFE, chez des enfants âgés de 3 à 6 ans. Et bon, bah, voilà, il y a toute une série d'éléments saillants, hein, qui, sont évoqués dans leur article, à savoir que, les fonctions exécutives jouent un rôle clé dans les apprentissages et le développement, et leur développement est assez rapide entre 3 et 6 ans, comme ça a été dit, hein, que ces fonctions exécutives prédisent la réussite scolaire actuelle et future. Et donc l'intérêt aussi de, travailler à cette mesure en contexte éducatif, que, l'observation directe en contexte naturel, semble être une approche prometteuse pour justement mieux comprendre et soutenir les fonctions exécutives des enfants, mais qu'à l'heure actuelle, peu d'outils, en fait, d'observation validés existent pour mesurer ces fonctions exécutives en milieu, éducatif, malgré tout ce que l'on peut, attendre et ce que l'on aimerait, voir se développer comme, pratiques éducatives. Alors cette étude, dont, font mention ses collègues, visent vraiment à utiliser un outil d'observation validé pour évaluer les fonctions exécutives des enfants donc de 3 à 6 ans en contexte éducatif. Alors, il y a toute une série d'éléments, méthodologiques, hein, qui sont ici, avancés. Juste, mettre, le focus sur le fait que la collecte des données s'est déroulée dans 18, centres de la petite enfance et dans 16 classes préscolaires, qu'ils ont utilisé un protocole donc éthique validé, et que les parents, éducateurs ont donné, évidemment leur consentement, par écrit, que les observations ont été en fait réalisées sur des vidéos d'environ une trentaine de minutes, lorsque les enfants étaient en jeu libre, symbolique ou de construction, et que l'AGOFE, donc cette grille d'observation des fonctions exécutives, évalue les fonctions exécutives via 4 composantes et 10 sous-composantes réparties, en 22 sous-échelles, comportementales. Et donc dans l'article, au niveau des annexes, vous allez retrouver, cet outil. Alors quelques éléments, concernant la validation écologique de l'AGOFE.
eh bien, il semble qu'il y ait une bonne fiabilité interjuge, et donc ça, c'est un élément qui est mis en évidence, que ça permet une observation fiable des fonctions exécutives dans des contextes authentiques, que les habiletés exécutives sont observables en fait dans des situations éducatives quotidiennes, et donc notamment via le jeu libre, et qu'elles fournissent un portrait réaliste du développement de ces fonctions exécutives chez les jeunes enfants, hein, de 3 à 6 ans. On remarque, en tout cas les auteurs remarquent de faibles différences liées au sexe, avec des filles légèrement avantagées dans certaines fonctions exécutives, ce qui concorde en fait avec d'autres recherches, même si ces différences tendent à s'estomper au fur et à mesure de l'âge. Et on observe aussi notamment, hein, vous remarquerez que je passe un certain nombre de points, que les différences selon le contexte éducatif suggèrent que l'environnement en fait préscolaire pourrait favoriser certains aspects des fonctions exécutives comme la mémoire de travail et la flexibilité. Alors concernant le dernier article présenté aujourd'hui, il s'agit de la mesure écologique des fonctions exécutives en contexte éducatif de la petite enfance. Donc cet article proposé par Stéphanie Duval, Célia Mathé, Elsa Tremblay et Noémie, mon Mimi, eh bien, met l'accent sur le fait que les fonctions exécutives des enfants sont souvent mesurées à l'aide de tâches administrées et de mesures rapportées, que ça comporte des avantages mais aussi des limites. Et donc, que ces mesures ne permettent pas d'examiner les fonctions exécutives, ne permettent pas toujours, en tout cas, d'examiner les fonctions exécutives de manière écologique, ce qui limite la connaissance des manifestations comportementales lors de situations authentiques où elles sont sollicitées. Et donc, ces auteurs proposent le développement d'un outil complémentaire à ces mesures en misant sur l'observation systématique des fonctions exécutives en contexte éducatif de la petite enfance. Alors, elles font état, ces auteurs, toute une série d'éléments plus théoriques. Moi, j'avais envie d'attirer votre attention sur cette diaci. On m'a demandé d'être rapide. Donc voilà, je passe l'une des dias, mais vous pourrez en prendre connaissance chez vous. Elles mettent ces auteurs le focus sur les avantages de la création d'un outil d'observation systématique en mentionnant une certaine validité psychométrique et écologique importante à prendre en compte, le fait qu'il faille absolument observer ces fonctions exécutives en contexte naturel, en fait, qui permet de vraiment reconnaître les situations où l'enfant mobilise plus ou moins ses fonctions exécutives, et cela sert de base plus réaliste que des tâches qui sont parfois beaucoup trop décontextualisées selon elle. L'observation directe, selon les auteurs, est un premier jalon essentiel pour des interventions adaptées et écologiques, et elles mettent une attention particulière sur le fait de ne pas surcharger non plus des pratiques professionnelles. D'où l'importance de bien utiliser l'observation directe sans ajouter d'autres choses en plus. Elles mettent aussi en évidence que la mesure des fonctions exécutives et des pratiques éducatives dans un même contexte est plus pertinent que de comparer des évaluations en milieu contrôlé à des observations de classe. Et donc, une des pistes prometteuses, qui leur semble prometteuse, c'est vraiment de développer un outil d'observation qui pourrait fournir des indications précises pour améliorer les pratiques professionnelles et mieux soutenir le développement des fonctions exécutives. Alors, à côté de cela, elles sont assez lucides et elles mettent aussi en évidence le fait qu'il existe des limites et des défis à la création d'un outil d'observation systématique. Clairement, l'interprétation des comportements pourrait nuire à la fiabilité. Et donc, une formation rigoureuse et un protocole d'accréditation, selon elle, sont vraiment nécessaires. Il y a aussi le fait que l'observation doit être suffisamment répétée et standardisée pour garantir des scores fiables entre différents observateurs. Et ça, forcément, ça implique des coûts humains, notamment plus importants. Il y a aussi une charge de travail plus importante parce que la cotation a posteriori est plus laborieuse, plus longue, même si elle assure au fur et à mesure du temps plus de précision. Et enfin, j'évoquerai les 2 derniers éléments. Bien, selon les auteurs, les comportements observés peuvent dépendre vraiment fortement de la situation.
du matériel utilisé, et aussi des interactions qui sont menées les uns avec les autres, ce qui peut rendre des observations parfois peu représentatives des capacités réelles de l'enfant. Il faut vraiment tenir compte de cela quand on travaille avec cet outil d'observation systématique. Et puis, le fait aussi que l'observateur ne peut coder que des comportements directement observables sans avoir accès à la pensée de l'enfant, ni la possibilité non plus d'inférer des fonctions exécutives qui sont non manifestes. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le timing, j'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas. Nous vous remercions toutes et tous pour votre attention et nous répondrons donc volontiers à vos questions. Merci infiniment, merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation extrêmement claire. Je trouve que ça donne beaucoup de vie à ces différentes recherches et ça fait du bien d'entendre des chercheurs nous parler de ce qu'ils font et ça donne vraiment envie d'aller un peu plus loin et vous verrez, on vous enverra bien entendu tous les éléments de réponse et de questions, mais des retours extrêmement enthousiastes et beaucoup de questions. Donc, je me permets de vous les adresser tout de suite. Je reprends le document. Il y a eu du travail pour l'équipe en back-office. Voilà, beaucoup de questions sur les liens, bien entendu, entre fonction exécutive et troubles du neurodéveloppement, parmi lesquels la question du TSA, du TDAH. Est-ce qu'il y aurait un aspect systématique d'un déficit des fonctions exécutives chez ces enfants? Est-ce qu'on peut parler d'isomorphisme entre des troubles du neurodéveloppement et des difficultés en fonction exécutive d'après vous? Je me déclare relativement incompétent pour répondre à cette question et c'est une grande peut-être découverte pour les gens qui sont ici en ligne. En fait, quand on fait de la recherche, on est quand même assez spécialisé sur certains domaines. Donc, moi là-dessus, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une spécialiste du TDAH à Grenoble qui s'appelle Stéphanie Bioulac, qui est un médecin et voilà, dont vous pouvez lire les écrits. Et je pense que dans les écrits de Stéphanie, vous devriez trouver des réponses à cette question. Ok, très bien. Une autre réponse peut-être, Natacha, oui. Oui, après, comme Jérôme, en fait. Moi, je ne suis pas spécialisée au niveau du TDAH, clairement. Ce n'est pas mon fonds de commerce. Moi, je travaille essentiellement, et en fait, je travaille sur les enfants au développement typique, mais ce que je peux dire de façon très générale, hein, donc voilà, désolée, ça va rester assez général, mais c'est que pas mal de recherches indiquent vraiment que plusieurs composantes des fonctions exécutives peuvent être altérées quand les enfants présentent un TDA avec ou sans hyperactivité. Au niveau de l'inhibition, par exemple, hein, on sait qu'ils ont difficile à freiner certains comportements impulsifs ou des réponses inappropriées. Au niveau de la mémoire de travail, on sait que certains enfants ont de la difficulté à maintenir, à manipuler l'information en mémoire à court terme, alors que c'est essentiel, hein, de manipuler cette information en mémoire à court terme quand on veut comprendre un message, résoudre des problèmes mathématiques ou organiser des problèmes mathématiques aussi. Au niveau de la flexibilité cognitive, par exemple, on sait aussi que les enfants qui présentent une TDAH, un TDAH, pardon, ont de la difficulté à changer de stratégie ou de point de vue, ou alors de la difficulté aussi à s'adapter aux différents changements. Bien sûr, Jérôme vous a parlé de sa collègue qui travaille sur cette thématique. Maintenant, il y a pas mal de chercheurs, hein, je pense à Barclay, notamment à Willcott, qui ont aussi beaucoup travaillé le lien entre TDAH et fonction exécutive. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Je continue le dérouler. Peut-être plus directement pour Emmanuel Sander, des questions autour de cette notion de flexibilité cognitive. Est-ce que on a bien vu les liens hein, avec la question de l'esprit critique et son importance dans le développement de l'enfant? Pas mal de questions sur flexibilité cognitive et des liens avec la notion de théorie de l'esprit. Est-ce qu'on pourrait faire là aussi des liens entre cette notion de fonction exécutive et la capacité à faire de la théorie de l'esprit dans le recadrage que vous évoquez? Alors, c'est une question très importante, effectivement, parce que
Euh, En fait, lorsqu'on parle de flexibilité cognitive, il y a tout un continuum entre la capacité, ce qu'on appelle aussi le switching, de passer de façon assez aisée d'une tâche à une autre, et puis des aspects de flexibilité cognitive plus conceptuels, qui sont d'ailleurs ceux qui sont plutôt développés dans l'article qui est présenté dans ce numéro, dans lequel on va mettre l'accent sur la capacité à prendre un point de vue. Et là, les questions de théorie de l'esprit sont pleinement pertinentes parce que justement, une des dimensions essentielles sur les théories de l'esprit, c'est d'être en mesure d'envisager que son propre point de vue n'est pas le point de vue universel. Et donc, le lien est absolument pertinent. La littérature, à ma connaissance, n'est pas encore énormément élaborée sur les liens flexibilité cognitive et théorie de l'esprit, mais la question est tout à fait judicieuse. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Deuxième domaine qu'on a essayé d'un peu de regrouper dans l'ensemble des questions, bien sûr la question de la stimulation, de la remédiation de ces fonctions exécutives, avec des questions qui reviennent beaucoup sur la question du transfert, bien entendu, et beaucoup de discussions entre les travaux de Steve Masson, qui a montré, ou en tout cas remis en avant le fait que la plupart du temps, le transfert de compétences dans l'entraînement des fonctions exécutives peut être assez difficile. Vous montrez très bien dans la plupart de vos articles des transferts proches qui sont possibles. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ces questions-là? Est-ce que ça vaut le coup de travailler les fonctions exécutives, mais en s'assurant du fait qu'on reste dans des tâches proches? Et pourquoi est-ce que ce transfert lointain, entre guillemets, serait-il si complexe à obtenir d'après vous? Alors là, par contre, je pense que je peux répondre. Donc, petit retour en arrière, 1901, première publication de psychologie scientifique sur le transfert d'apprentissage chez des adultes à qui on a fait comparer des aires géométriques pour savoir lesquelles étaient plus grandes que les autres. Et on s'est aperçu, c'était Thorndike qui a fait ça, il s'était aperçu qu'à force d'entraînement, eh bien, les adultes étaient comment dire, de meilleur en meilleur, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas avaient des performances qui progressaient, et y compris sur des aires qu'ils n'avaient pas encore rencontrées. De là sont nés 125 ans de recherche sur le transfert. On redécouvre ces dernières années avec la question de l'entraînement des fonctions exécutives, la difficulté du transfert. Mais c'est une question qui a été posée par exemple en 1949 par Osgood avec un modèle behavioriste du transfert, ou dans les années 80 avec le transfert analogique, voilà, qui est bien connu. Et puis le transfert de stratégie cognitive. Il y a une grosse littérature là-dessus. En fait, les explications, je pense que aujourd'hui, elles tiennent à deux, voire à trois points. La première chose, c'est la similarité des tâches. Alors, je vous ai parlé du modèle de Clare-Echen. Donc, c'est un modèle alors qui est publié en anglais. Ça a été publié dans une revue de recherche. Donc, il n'a pas de son équivalent en français. Mais bon, on peut penser à essayer de diffuser un peu en français. Ce modèle, il rappelle que la similarité des tâches joue dans le transfert, que la similarité des contextes dans lesquels sont présentées les tâches joue dans le transfert, et que l'intervalle temporel joue dans le transfert. Et classiquement, moins les tâches se ressemblent, moins leur contexte se ressemble, et plus elles sont éloignées dans le temps, et bien moins on peut s'attendre à du transfert, un peu comme c'est le cas dans les cahiers de vacances qu'on fait faire 2 mois ou 3 mois après avoir vu la notion à l'école, alors qu'on est à la plage. Donc ça, il y a peu de chances qu'il y ait du transfert. Donc, pourquoi la similarité des tâches joue-t-elle? Eh bien, parce qu'il y a toute une dimension d'adaptation de la connaissance à la nouvelle tâche. Et cette adaptation, elle a été soulignée par Schwartz, par exemple, en 2012, par Noakes en 2009. Enfin, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont souligné cette adaptation, mais je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore assez travaillée, puisqu'en fait, si on est exactement sur la même tâche, il n'y a pas besoin d'adapter la connaissance, puisque c'est la même tâche. Et dès qu'on change un peu de tâche, qu'on change des petites choses, des petits aspects perceptifs, avec un de mes doctorants il y a quelques années, on avait montré comme ça que dans une tâche de Tour de Hanoï, il suffisait de changer vraiment des aspects perceptif léger pour faire chuter la performance temporairement. Dès qu'on a des tâches qui diffèrent, eh bien, il faut adapter la connaissance. Ça, c'est la première réponse. C'est pour ça que le transfert est difficile, c'est qu'il faut l'adapter. Et adapter la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je transforme? Et qu'est-ce que j'ajoute pour que la solution que j'avais trouvée dans la première tâche convienne à la deuxième tâche. Et euh, c'est compliqué, ça demande bien entendu de réfléchir, d'avoir du contrôle cognitif, de la métacognition. Ça, c'est la première. Donc la première réponse, c'est vraiment en termes
de similarité des tâches et des contextes. Et puis la deuxième réponse qu'on peut donner, c'est en termes de similarité des processus. Et ça, c'est un autre courant théorique qu'on appelle le Transfer Appropriate Processing. C'est le traitement approprié au transfert, ou le transfert approprié de processus. Enfin bon, ça dépend, il y a un peu les deux façons de dire en français, mais en tout cas, c'est l'idée que quand on change de tâche, c'est pas seulement la tâche qui change, c'est la manière dont on s'y prend dans la tâche qui change. Et en fait, on peut avoir des tâches qui ne se ressemblent pas tellement, mais dans lesquelles les processus sont identiques, et alors on a plus de transfert que dans des tâches qui non seulement ne se ressemblent pas, mais dans lesquelles les processus à appliquer sont différents. Donc, pour en revenir au FE, ou ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on a redécouvert dans les FE, mais qu'on savait depuis longtemps en fait, hein, c'est que quand les tâches sont proches, ça transfère. Quand les tâches sont lointaines, ça transfère peu, voire pas. Quel est l'intérêt, du coup, d'entraîner des fonctions exécutives? Bien, en fait, euh, c'est je ferai la même réponse pour les FE que pour d'autres, que pour des compétences plus ciblées, qu'elles soient en français, en mathématiques, etc. Ce qui semble aujourd'hui, pour l'instant, le plus raisonnable, c'est de repérer des tâches, c'est-à-dire des situations, des exercices, qui semblent avoir une importance particulière dans soit la vie quotidienne de l'enfant, soit dans sa scolarité, c'est-à-dire une importance particulière c'est-à-dire des tâches dans lesquelles il ne peut pas trop se permettre d'échouer. Et dans ces tâches-là, alors on peut entraîner. Et là, ça vaut le coup d'entraîner. Par contre, attendre de l'entraînement dans une tâche, que cet entraînement que les bénéfices de cet entraînement soient transférés dans une autre tâche, alors ça, faut être prudent avec ça. Quand les tâches se ressemblent, ça semble fonctionner, mais même parfois quand elles se ressemblent, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc choisir les tâches dans lesquelles il faut absolument que la personne soit performante, et là, on entraîne. Alors, on pourrait dire, oui, c'est du bachotage. Ben oui, c'est en partie du bachotage. Mais on fait tout ça dans la vie à un moment. On s'entraîne parce qu'on a besoin d'être performant dans une tâche, on le sait, on l'anticipe, même si on n'en attend pas forcément un transfert dans d'autres, mais à certains moments de la vie quotidienne, de la scolarité, de l'activité professionnelle quand on est adulte, on a besoin, on se dit, bah, cette tâche-là ou cette situation-là, je ne peux pas me louper. Hmm. Voilà la réponse que je ferai. Très bien, c'est très clair. Je continue alors dans la foulée un petit peu. Je ne sais pas si vous aurez des réponses, mais pourquoi pas est-ce qu'il y aurait du coup des pratiques, alors des questions autour du neurofeedback, des programmes PIFAM, des jeux de société même, qui seraient à privilégier selon vous? Est-ce que on peut choisir certaines approches quand on veut permettre de développer de manière la plus efficace possible les fonctions exécutives? Alors, mis à part, bien sûr, des programmes qui ont connu, on est d'accord, hein, des validations scientifiques, on en parlera un peu et puis on en évoque dans le numéro Anae Pratique sur notamment le programme Atoll, hein, qui a fait l'objet d'une recherche par Édouard Jantaz et son équipe. Est-ce que vous, de votre côté, il y a des approches que vous privilégieriez ou pas nécessairement? De façon de façon, en fait, en lien avec les recherches qui datent d'il y a quelques années d'ailleurs et qui, heu sont, plutôt, remises au goût du jour aujourd'hui. On a tout ce qui concerne, les pédagogies explicites et structurées, hein, offrir, des consignes claires, un cadre stable, des objectifs explicites aux élèves, bah, forcément, va permettre aussi le développement de fonctions, exécutives. Il faut soutenir, si possible, le développement de l'autorégulation, donc la verbalisation des consignes, plutôt les stratégies métacognitives, et clairement, je pense que voilà, ceux qui ont des fragilités, exécutives, bah, justement les entraîner à travers ces pratiques-là. Hem de façon, plus générale aussi, en tout cas certaines études, alors je ne sais pas si mes collègues vont partager, l'info, mais on a aussi, des activités, de pleine conscience, qui, améliorent tout ce qui est attention, tout ce qui est flexibilité et qui pourraient aussi contribuer au développement, des fonctions, exécutives.
Très bien, Oui, merci. ouais. Oui, vous Bon, voulez compléter, Jérôme? ouais, j'allais dire qu'il y a à la fois des programmes qui sont travaillés par les chercheurs, par exemple le travail CogMed, qui a été proposé par Klingberg et qui a travaillé depuis, je dirais, au moins 15-20 ans, quoi. Et il y a des recherches, des recherches qui s'accumulent, on accumule des résultats de recherche, et c'est un programme d'entraînement cognitif et qui est au moins, qui a le mérite d'être d'abord explicité et puis évalué très régulièrement par des chercheurs de différentes équipes dans différents pays. Voilà, et qui donne pas de résultats magiques, mais des résultats plutôt encourageants. Et puis par contre, il y a aussi des choses qui sont complètement fantaisistes, hein. Dr Kawashima, pour les anciens qui ont connu ça il y a, je sais pas, 2 décennies peut-être. Bon, il y a eu des papiers, hein, qui ont montré que ça, c'était complètement, ça manquait d'efficacité complètement, quoi. Donc, Oui, bah, en l'occurrence, quand on s'intéresse, hein, aux études, en tout cas, le docteur Kawashima donc avait, effectivement, c'était le jeu ultra populaire, hein, ah, attendez, comment il s'appelle? L'entraînement, hein, cérébral, en fait, pour améliorer ou pour même faire rajeunir son cerveau. Bah, quand on s'intéresse à ça, hein, et quand on s'intéresse aux articles, qui ont été publiés et qui, soi-disant, prouvent l'efficacité de ce programme d'entraînement cérébral, voilà, j'ai le mot, eh bien, on remarque dans, les dizaines, bon, bah, j'exagère peut-être, mais la dizaine de chercheurs qui, co-signent, le papier, le docteur Kawashima fait partie de ces chercheurs. Et donc, là aussi, il faut toujours rester attentif, hein. Vous avez évoqué les neurofeedbacks. Heu, voilà, les preuves scientifiques restent aujourd'hui, assez limitées, hein, avec des effets, souvent modestes et très, très variables selon les études. Donc, il ne faut pas non plus imaginer, enfin, je rejoins ce que Jérôme dit, hein, il n'y a pas de programmes commerciaux ou non commerciaux, miracles, hein. Il faut être, au contraire, très, très attentif à ça, et ce n'est pas forcément parce que c'est commercialisé, j'ai envie de dire, que ça marche. Bien au contraire. On est d'accord, merci. J'ajouterais peut-être dans le même sens que on est souvent piégé par la métaphore des fonctions exécutives comme un muscle. Et donc, en fait, cette métaphore inconsciente, elle oriente vers des stratégies commerciales de produits qui sont où il y a souvent des intérêts cachés, parce qu'on se dit, voilà, si on entraîne la fonction, ça marche aussi bien que si on fait de l'éducation physique en entraînant un muscle. Et en fait, cette métaphore, elle est totalement trompeuse. Donc, c'est important. Parlait d'esprit critique tout à l'heure, ben de faire attention justement au choix de sa métaphore. Et ce qu'on essaye de montrer dans ce numéro, c'est d'avoir une vision un peu plus fine que ces métaphores trop réductrices. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, on peut dire que se tourner vers, notamment, hein, il y en a des études qui permettent de vérifier la validité de certaines approches, sera à privilégier. Ensuite, beaucoup de questions sur ce que vous avez abordé aussi, les liens entre l'efficience des 3 fonctions exécutives et la prédiction, d'une certaine manière, de la réussite académique. Par rapport à ces questions, beaucoup reviennent. Par exemple, est-ce que on peut considérer aujourd'hui que certaines fonctions exécutives représenteraient de meilleurs prédicteurs de cette réussite que le QI lui-même? Et les questions reviennent aussi beaucoup autour de est-ce que c'est vrai à tous les âges, et est-ce que c'est valable aussi chez l'adulte, voire dans des situations de bilinguisme, ce qui pose encore d'autres questions. Ça fait un certain nombre de questions en une. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout. Qu'est-ce que... euh, attendez, oui, juste sur... Le QI euh, peut-être, oui, voilà, les liens entre FE et intelligence. Merci, pardon, j'avais eu une petite absence. Bah, ça date pas d'hier qu'en fait les chercheurs se demandent quels sont les liens entre fonction exécutive et intelligence. Je ne sais pas si ça peut remplacer le QI, qui est un nombre synthétique qui se base sur un certain nombre de subtests, hein. C'est assez connu, je pense, hein, sur différentes dimensions de l'intelligence. Parce que d'autant plus que les FE, ça dépend si on s'en tient au FE sur un plan strictement cognitif avec du matériel sans trop d'émotions. Dès qu'on approche avec des émotions, de la motivation, on est plutôt sur ce qu'on appelait avant les hot euh, functions, donc les FE plutôt chaudes. Je pense pas que ça puisse tout de suite remplacer le QI, mais disons
c'est peut-être un focus beaucoup plus étroit, surtout quand on essaie de diviser en fonctions exécutives différentes, que le QI qui est une valeur très synthétique. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis aussi sur une question que j'ai vue tout à l'heure, hein. Euh, Ça a été montré aussi, et pour l'instant, à ma connaissance, c'est encore le cas. En tout cas, on n'a pas de résultats vraiment contradictoires avec ça, que chez les petits enfants, c'est plutôt la fonction exécutive que les fonctions exécutives, c'est-à-dire que les trois sont très mêlés. Et plus l'enfant grandit, plus elles vont se différencier, plus on va réussir à les identifier, c'est-à-dire à les mesurer de manière plus ciblée et séparément. Et à ce moment-là, bah, ça renforce du coup au fur et à mesure que l'enfant grandit, je pense, la prudence à avoir, c'est-à-dire remplacer le concept d'intelligence par les FE. Non, je pense que là, il faut pas aller trop vite quand même, à mon avis. Très bien. Euh, Peut-être une ou deux dernières questions. Il y avait beaucoup de questions, hein. On profite de votre temps, de votre présence. Sur la question de l'anxiété mathématique, là aussi, des questions, notamment sur les liens entre les travaux de Pascal Huguet, sur les filles et les maths, et le rapport des stéréotypes de genre, et les rapports avec les liens sur l'anxiété mathématique. Est-ce que vous arriveriez à faire des ponts, des liens, et pour mieux comprendre, parce que les questions reviennent aussi beaucoup, cette anxiété mathématique est bien présente. Comment est-ce qu'on peut aider, accompagner et éviter ce genre d'écueil? On peut dire un mot effectivement sur ces questions de stéréotypes de genre parce que les travaux de Pascal Huguet ont montré, hein, ce qu'on appelle la menace du stéréotype, hein, pour rappeler un peu à tout le monde et que notamment bah, si on présente une même tâche à des filles et des garçons, sauf que dans un cas on la présente comme une tâche de géométrie et l'autre cas comme une tâche de dessin, bah là on va se rendre compte que les filles vont performer moins bien lorsqu'on leur dit que c'est une tâche de géométrie que si on leur dit que c'est une tâche de dessin. Et donc, c'est ça qu'on appelle la menace de stéréotype, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a pointé le caractère mathématique de l'activité, eh bien, la fille va a priori se sentir un peu pointée du doigt en tant que fille, comme potentiellement moins forte en maths, et ça va conduire à une forme d'échec. Donc, c'est après le lien direct avec les phénomènes d'anxiété mathématique, je ne sais pas jusqu'où ça a été précisément montré, ce lien-là. Intellectuellement, on peut bien le comprendre en tout cas. Et c'est vrai que plus généralement, les phénomènes d'anxiété mathématique peuvent avoir beaucoup de liens avec la conception que l'on a construit dès le plus jeune âge de ce que signifient les mathématiques, d'où l'intérêt, hein, de tous les travaux, par exemple sur le champ de la médiation scientifique, dans lequel on va essayer assez tôt d'aller dans les écoles, de donner une autre vision des mathématiques pour que les élèves ne l'identifient pas au fait d'appliquer des formules de façon aveugle dans des contextes qu'on ne comprend pas. Et puis aussi ben, de se rendre compte que en fait, la notion même de boss des maths, c'est une notion assez absurde parce que la notion de boss des maths, en fait, qui est complètement une notion du sens commun, bah, elle présuppose que les individus auraient de façon quasiment innée la capacité ou non de faire des mathématiques. Alors bien entendu, si vous croyez à la bosse des maths, ça a une forte tendance à vous prédisposer à l'anxiété mathématique parce que si vous pensez que ça existe et que vous en êtes dépourvu, bah, ça rend anxieux forcément quand en classe on vous demande de faire des maths. Et donc si jamais on travaille par exemple l'idée que la bosse des maths, ça n'existe pas, mais que toute personne peut apprendre des mathématiques, ben, ça peut être une façon d'intervenir contre l'anxiété mathématique. Je me permets Oui, juste de recommander de lire aussi les travaux de Bruno Villette. Ça mhm. s'écrit comme la Villette, je crois, qui est collègue professeur à Lille. Et je pense qu'il a écrit plusieurs papiers, y compris en français, sur l'anxiété mathématique. Voilà. Moi, je n'y connais pas grand-chose, même rien du tout, mais voilà. Oui, Je donne des références comme ça. il y a un seul L, il y a un seul L pour Bruno et je crois qu'il y en a deux Ouais, pour la vie. Et deux. On pourra Merci. mettre les références. L-E-2-T-E. Ouais, Issu du webinaire, on pourra indiquer les références. très bien, merci. Oui, et puis peut-être aussi insister en fait sur le fait de transmettre une vision de la compétence qui est évolutive en fait.
Et donc on va valoriser les progrès plutôt que les performances qui sont fixes. Donc encourager vraiment les élèves à développer un état d'esprit, de développement, ce qui va permettre aussi d'atténuer les effets, des stéréotypes liés au genre, mais aussi à l'origine sociale, hein. On sait que ça a un lien. Utiliser aussi des modèles de réussite, plus diversifiés, hein, au quotidien. Bah oui, il y a des femmes, scientifiques, mathématiciennes, qui réussissent. Privilégier aussi peut-être certaines, formes de langage, au niveau de l'évaluation. Tiens, tu as réussi cette stratégie au lieu de dire: «Ah bah, tu es bonne ou bon, au niveau de cette stratégie», par exemple. Donc voilà, éviter aussi d'évoquer les stéréotypes dans l'évaluation. Je pense que ça, c'est important de créer un contexte suffisamment neutre et soutenant lors des évaluations et à chaque fois plutôt, souligner que le test mesure des compétences acquises et pas des aptitudes qui seraient innées, en fait. Donc bien faire comprendre ça, aux élèves, ça me paraît être, important aussi, en fait. Très bien. Bon, effectivement, on pourra mettre les références, les travaux de Caroline Dweck que vous évoquez un peu, Joël Proust, Daphna Oyserman sur ces questions de stéréotypes de genre, stéréotypes socioculturels. Il y a des choses évidemment très intéressantes sur tout ça et qui permettent de faire avancer les choses. Voilà, je vais conclure, si vous êtes d'accord, ce webinaire. Énormément de questions, beaucoup de remerciements. Merci encore hein, de votre participation. C'était d'une richesse et d'une clarté remarquable. Je rappelle simplement donc cet ouvrage, Fonction exécutive, apprentissage et réussite scolaire, dirigé par Jérôme Clair et Natacha Duroisin. Bien entendu, l'ouvrage, là aussi, co-signé par Emmanuel Sander, Comment favoriser les apprentissages scolaires, qui sont des ouvrages qui, là aussi, permettent d'avoir énormément d'éléments théoriques, mais aussi très pratiques et concrets. Ce fameux numéro 195 de la revue Anae, dans lequel vous allez pouvoir retrouver le détail. Merci de vous être plié au jeu, d'être allé assez vite, mais c'est resté très clair et très accessible. Donc, merci encore. Et puis, je précise, sous les consignes de la revue Anae, que le numéro cahier pratique que j'ai eu la chance de coordonner avec Bénédicte Dubois, que je salue, dans lequel on essaye aussi de proposer des choses les plus concrètes possibles dans la classe. Le programme Atoll, le programme Inemo Kids School, un certain nombre de programmes qui permettent là aussi d'avoir un impact un peu concret pour des enseignants, mais aussi des remédiateurs. Je pense aux psychopédagogues, aux orthopédagogues du Québec et autres. Voilà, vous sera délivré sur la base de l'achat du 195. Encore merci à tous. Je rappelle que le webinaire sera disponible, le replay, dès demain sur les sites de Anae Revue et Publications et sur le site de Psychopédia Formation. À très bientôt et merci à tous. Merci aussi. Merci. Au revoir. Au Et revoir. bonne soirée à tout le monde. Merci de cette organisation. Oui. Et puis de ces échanges, c'était très bien. Absolument. C'était très bien, très agréable. Merci, au revoir. Merci Au encore. revoir.